Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonjour aussi à Amandine Atalaya, éditorialiste politique à BFM TV. Lucie Robquin, bonjour. Directrice des rédactions de La Tribune, puisque cette émission vous est proposée en partenariat avec La Tribune dimanche. Et si tout se passe bien, amis téléspectateurs, s'affiche à la droite de votre écran, donc juste ici, un QR code qui va vous permettre d'interpeller notre invité tout au long de l'émission. Vous flashez de chez vous avec votre téléphone et nous relayons vos questions. Quel Premier ministre sera Michel Barnier? Quelques indications, Jean-Philippe Tanguy, ont été données à l'occasion des prises de parole ces derniers jours de Michel Barnier. Il a indiqué qu'il aurait beaucoup de respect pour toutes les forces politiques représentées au Parlement. Le Rassemblement national en fait partie. Il a annoncé d'ailleurs s'entretenir prochainement avec Marine Le Pen et rejeter toute forme de sectarisme. Est-ce que ces premiers mots vous font regretter le jugement définitif que vous aviez émis à son égard juste avant sa nomination? Vous l'aviez qualifié de fossile à qui on essaye de redonner vie. Vous avez dit également que c'est l'un des hommes politiques les plus stupides, je vous cite, de la Ve République. Non, c'est que je regrettais ces mots, c'est dans l'absolu. Je n'aurais pas dû m'exprimer ainsi envers un autre homme politique ou une femme politique, et envers d'ailleurs n'importe qui. Voilà, c'est pas des mots dignes d'un représentant des Français, donc je m'en suis excusé tout de suite. Le fait de respecter le Rassemblement national, ses électeurs, de respecter d'ailleurs tous les électeurs, mais aussi ceux qui n'ont pas voté, qui sont encore nombreux malgré l'élan populaire des dernières législatives, c'est le moins qu'on puisse demander à un Premier ministre de la France. Si M. Barnier peut diminuer, voire clore cette séquence épouvantable du macronisme qui a consisté à opposer les Françaises et les Français les uns contre les autres, à être dans l'arrogance et la vanité permanente, tant mieux. C'était en tout cas le premier critère donné par Jordan Bardella et Marine Le Pen pour exercer ses responsabilités et en tout cas pour accepter que nous ne censurions pas M. Barnier. Ce qui rend, pour revenir un instant sur vos propos précédents, mais d'autant plus étonnant le fait que vous ayez pu les tenir, puisque vous demandez à vos adversaires de vous respecter. Vous dites vous-même que vous avez a priori manqué de respect, mais vous êtes venu à cette conclusion vous-même ou c'est parce que Marine Le Pen vous a rabroué et vous a dit de vous comporter plus élégamment? Non, j'en suis venu à cette conclusion moi-même. Je connais suffisamment Marine Le Pen pour savoir qu'elle ne pouvait pas cautionner les propos que j'ai tenus à ce moment-là. Pourquoi je les ai tenus? Et peut-être d'ailleurs c'est une piste de réflexion pour M. Barnier. Moi je me suis excusé pour des propos que j'ai tenus. Je les ai tenus parce que profondément dans mon engagement politique, tout ce qu'a représenté M. Barnier jusqu'à présent, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, a mené partout en France et dans mon territoire à des situations humaines épouvantables. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que vous lui reprochez fondamentalement politiquement cette fois alors? Peut-être que M. Barnier, dans le discours de politique générale qu'il a fait, devrait lui penser, c'est une suggestion, à s'excuser envers les milliers de pêcheurs qui ont dû envoyer leur bateau à la casse parce que toute la politique qu'il a menée cette profession qui travaille dur à la misère sociale et à la désespérance. Peut-être qu'il devrait penser... Je rappelle pour les téléspectateurs, Michel Barnier a été ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Il a aussi été commissaire européen, négociateur à cela que vous faites du Brexit et négociateur du Brexit, où il n'a pas été capable de défendre l'intérêt de nos pêcheurs. Ce sont des milliers de vies brisées par cette attitude. Il devrait peut-être s'excuser envers les centaines de milliers d'agriculteurs qui ont disparu, des exploitations qui ont été entrées en faillite depuis 40 ans, qui fait de la politique. Il doit peut-être s'excuser. Dans la région des Hauts-de-France, c'est tellement important envers les millions d'emplois industriels qui ont disparu à chaque fois que des emplois disparaissent. Ce sont des familles qui sont brisées. Vous l'en tenez seul responsable, Jean-Philippe Tanguy? Je vous repose la question. Il est responsable comme l'ensemble d'une certaine classe politique. Lui a d'éminentes responsabilités. Vous savez, il a été 2 fois commissaire européen. La France a eu 2 puis 1 commissaire européen par mandat. Donc c'est un poste extrêmement important avec des pouvoirs conséquents. Et il les a exercés, il faut bien le dire, contre les intérêts de la France, mais surtout contre les intérêts des Français. Et moi, avec l'âge que j'ai, toute ma vie politique, je n'ai vu que la disparition des usines des Hauts-de-France et de France, que la disparition des agriculteurs. Donc oui, je n'aurais pas dû m'exprimer ainsi, mais il faut aussi comprendre que je suis élu d'un territoire qui a été mis, il faut bien le dire, dans une situation sociale et économique gravissime, parce que des personnes politiques comme M. Barnier, même s'il n'est pas le seul responsable, ont pris des décisions extrêmement graves pour les Français. Ça n'excuse pas mon propos, mais je veux quand même dire que ça l'explique. Et vous avez présenté, vous renouvelez vos excuses à l'instant. Marine Le Pen est censée le rencontrer dans les prochains jours. Est-ce que la date de cet entretien, à votre connaissance, a déjà été fixée? Non, elle n'est pas encore fixée. Marine Le Pen a indiqué, elle a raison, qu'il est normal que M. Barnier rencontre déjà
les forces politiques qui sont susceptibles d'être dans son gouvernement et ensuite le principal parti d'opposition, ce qui confirme, parce que j'ai vu que la gauche essayait d'intoxiquer les Français avec cette fausse information. Évidemment, nous ne participerons pas à un gouvernement de M. Barnier. M. Barnier, je crois que je l'ai fait comprendre, n'est pas de notre famille politique et ne pas... Ah bien sûr, on dira non. On espère que M. Barnier va changer de logiciel, mais il n'est pas issu du Rassemblement national. Même s'il vous appelle sur des sujets qui vous tiennent à cœur, vous dites non. Non, mais moi, je ne suis pas engagé en politique et je crois personne au Rassemblement national pour un poste. Nous, on s'est engagé sur un programme de rupture, de redressement national. Monsieur Barnier, je le souhaite, pourrait peut-être être le début du redressement national, mais en attendant son discours de politique générale, il peut encore être l'artisan du syndicat de faillite de la Macronie. Mais dans la mesure où vous voulez être constructif, si il entend porter certains de vos projets, certaines de vos mesures, il n'y a pas une logique pour vous à les porter au gouvernement? Non, au gouvernement, vous, par en tout cas, exemple, si vous êtes correct, je crois que moi, je ne pense pas que monsieur Barnier m'appelle, mais je pense que la solidarité gouvernementale, ça a du sens. On ne va pas dans un gouvernement pour faire le malin ou pour jouer sa propre partition égoïste. Ça, on le laisse aux autres. Nous, Rassemblement national, on est un collectif derrière Marine Le Pen, derrière Jordan Bardella pour appliquer une politique cohérente. Une fois de plus, on sera constructif. Moi, à la Commission des Finances, je pense que l'on en parlera. Je serai toujours prêt à faire des propositions d'économie, des propositions de meilleure gestion, une façon d'améliorer la justice fiscale pour que ce ne soit plus les classes populaires et les classes moyennes qui paient les cadeaux fiscaux très généreux que M. Macron a fait depuis 7 ans et qui nous ont mis dans de grandes difficultés. On sera toujours une force de proposition, mais on ne va pas être une force de compromission. Lucie. Marine Le Pen, dans la Tribune dimanche ce matin, indique que le président de la République a tenu compte des critères du Rassemblement national pour nommer son Premier ministre. Est-ce que vous assumez d'avoir joué un rôle dans la nomination de Michel Barnier? Est-ce qu'on peut vous considérer comme le DRH d'Emmanuel Macron? Non, nous n'avons pas du tout été le DRH. Nous avons été les représentants, et Marine Le Pen et Jordan Bardella en premier lieu, des 11 millions d'électeurs qui nous ont fait confiance aux élections législatives. 37% de ceux qui sont allés voter, mais aussi des 8 millions d'électeurs aux élections européennes. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a eu une double sanction de la politique d'Emmanuel Macron. Il y a une sanction contre la politique intérieure, gravissime, mais aussi une sanction contre ce qu'incarne quand même Emmanuel Macron depuis 7 ans. Il le revendique lui-même, cette construction européenne fédérale, ultralibérale, mondialiste, qui affaiblit la France face à la mondialisation au lieu d'être une barrière, au lieu d'être une protection, qui oppose les Européens les uns contre les autres, comme M. Macron oppose les Français les uns contre les autres, au lieu d'en faire une force face à nos adversaires chinois, russes ou à notre concurrent américain. Bref, et je n'entends plus parler, et j'ai entendu Marine Le Pen, faut-il quand même le redire, cette sanction du modèle européen, il faut en tenir compte. Voilà, il faut totalement réorienter la construction européenne pour que cela renforce enfin la France, comme on avait promis aux Français lors des différents votes depuis 1992, et que ce soit plus, si vous voulez, une faiblesse, qui expose nos outils industriels et notre force agricole à la concurrence déloyale. J'insiste sur la question de Lucie. Marine Le Pen dit dans la Tribune dimanche que le président de la République a tenu compte de nos critères. C'est gênant pour vous qu'on dise que Michel Barnier, finalement, a été nommé avec votre assentiment. Vous ne souhaitez n'avoir aucune responsabilité dans cette nomination? Non, mais ce n'est pas du tout gênant. Et d'ailleurs, c'est quand même assez triste pour M. Macron, puisque cela révèle le mensonge avec M. Attal qu'ils ont fait, toute la Macronie aux Français aux élections législatives, prétendant que le Rassemblement national était infréquentable, que nos électeurs avaient tort. Et en fait, non, nos électeurs sont parfaitement fréquentables. C'est grâce à vous que Michel Barnier nos représentants et Marine Le Pen est parfaitement fréquentable. Nous n'aurions pas dû faire face à un barrage républicain, puisqu'on voit bien qu'après l'élection, ils ont besoin de nous pour que la France soit gouvernable. Et sans nous, la France est ingouvernable, puisque les alliés de circonstance de M. Macron, à savoir les insoumis ou les écologistes, passent leur temps à mettre de l'huile sur le feu, à alimenter des situations de chaos et à vouloir rejouer les élections en permanence quand ils les ont perdues. Donc il y a quand même eu un mensonge des forces de gouvernement très grave contre la démocratie, parce que faire aller... Moi, je pense aussi aux électeurs qui, sincèrement, ont cru le président de la République, ont cru M. Attal, ont cru les forces de gauche en disant le Rassemblement national n'est pas une force républicaine, il faut lui faire barrage, et qui voient que 2 mois après, non seulement il ne fallait pas nous faire barrage, mais qu'on est reçu comme n'importe quelle autre force politique, et en l'occurrence, la première force politique de France. Marine Le Pen utilise beaucoup l'expression, Jordan Bardella aussi, de Michel Barnier qui serait un gouvernement sous surveillance. Elle prête un peu à confusion cette expérience parce qu'on y décèle une forme de chantage éventuel, de menace. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement avec un gouvernement sous surveillance? Mais
M. Barnier ne l'a pas nié, puisqu'il a lui-même dit qu'il était sur surveillance de tous les Français. Ce qui est très différent. Ce qui laisse entendre que les Français du centre et les Français de gauche ont aussi le droit d'être entendus. Ah mais bien sûr, mais nous l'avons dit, je l'ai dit dans mon propos introductif, quand on respecte les électeurs du Rassemblement national, ce n'est pas pour mépriser les électeurs du Nouveau Front populaire ou du centre. Il faut respecter tous les Français, même ceux qui n'ont pas voté. Mettre sur surveillance, Madame Atalaya, c'est le rôle du Parlement. C'est vrai que M. Macron n'a pas l'habitude des contre-pouvoirs. Il méprise le Parlement, il faut bien le dire. Il faut toujours faire sans les corps intermédiaires, en particulier les syndicats. Mais le rôle du Parlement, c'est de surveiller le gouvernement, c'est même de le contrôler. Donc c'est pas seulement d'avoir un regard critique sur ce qu'il fait, c'est de vérifier que les informations qu'il nous donne sont vraies, c'est le cas échéant de pouvoir le sanctionner, et le pouvoir de censure est un pouvoir essentiel du Parlement. Le Parlement, ce n'est pas des godillots qui sont désignés et qui attendent sur leur siège de voir les trains passer. Nous avons un pouvoir de surveillance et nous avons un pouvoir de sanction si M. Barnier n'est pas à la hauteur des promesses qu'il a faites aux Français, promesses qui sont très importantes. Et je crois vraiment qu'on est à la croisée des chemins. Des lignes rouges. Mais quand Michel Barnier en est pour l'instant à la composition de son gouvernement, il a dit que ce ne serait pas un gouvernement de droite. Il cherche éventuellement des figures de gauche. Vous voyez ça d'un mauvais œil ou vous vous dites il faut rassembler, on le comprend? Non, mais ça dépend des figures qu'il appelle au gouvernement. Il y a des personnes compétente à gauche. D'ailleurs, Marine Le Pen elle-même, quand elle avait songé au gouvernement qu'elle aurait pu proposer aux Français si elle avait été élue présidente de la République, mentionnait des personnalités qui peuvent venir de la gauche. À l'époque, Madame Le Pen parlait de Arnaud Montebourg, qui, sur les questions de l'industrie, de la défense de la souveraineté nationale, ont toujours été très fortes. Fut un temps où M. Chevènement, qui venait de la gauche, avait des positions semblables au Rassemblement national. Et nous-mêmes, dans nos rangs, moi, par exemple, mon suppléant, il ne vient pas de la gauche, mais il a été président d'un syndicat ouvrier pendant plus de 20 ans. Donc, on prend les meilleurs. Si Michel Barnier appelle Arnaud Montebourg, vous applaudissez des deux mains, c'est ce que je comprends. Il fait partie des figures de gauche que vous souhaiteriez voir dans un gouvernement, y compris si ce n'est pas un gouvernement dirigé par les vôtres. C'est sûr que je préférerais voir M. Montebourg que un tenant du macronisme à l'économie. En tout cas, on ne peut pas faire pire que M. Le Maire. Lucie. Vous aviez indiqué le dépôt immédiat d'une motion de censure si des ministres insoumis étaient appelés dans un gouvernement de gauche. Y a-t-il une règle similaire si des ministres du gouvernement Attal étaient reconduits? Écoutez, Marine Le Pen a fait comprendre, je crois, dans votre interview, sans vouloir en faire l'exégèse, que le respect qu'on attendait du Premier ministre, on l'attend de tous les ministres. Ça n'aurait pas de sens que M. Barnier dise qu'il faille respecter tous les partis politiques et les électeurs du Rassemblement national ou nos amis avec Éric Ciotti, et qu'il nomme un ministre qui nous a insultés ou qui, par exemple, ait fait des bras d'honneur à 3 reprises à l'Assemblée nationale. Oui, mais voilà, je donne cet exemple à bon escient parce que vous savez qu'on a un tel niveau... Éric Dupond-Moretti ne peut pas être reconduit pour vous. C'est pas à moi de le décider, mais je donne un exemple vous dites flagrant. Que vous censurez s'il est au C'est à gouvernement. lui que je pense spontanément, même si c'est pas à moi de décider, puisque au-delà des élections, quand vous avez quand même le garde des Sceaux, une des fonctions les plus anciennes de notre pays, qui a existé même sous les Capétiens, qui, face au Parlement, fait 3 fois un bras d'honneur, d'ailleurs pas à nous, au LR, à Olivier Marleix, en l'occurrence président du groupe Les Républicains à l'époque. Le fait que M. Macron n'ait pas sanctionné un tel individu immédiatement, qui fait un bras d'honneur aux représentants des Français, c'était tellement le symbole de la déliquescence du macronisme. Je précise tout de même, l'histoire d'être... parfaitement complète, que Éric Dupond-Moretti à l'époque s'était expliqué en disant que ce n'était pas aux parlementaires qu'il indiquait le geste, mais qu'il leur indiquait qu'ils ne respectaient pas eux-mêmes l'état de droit, et que ce qu'ils critiquaient c'était davantage leur attitude qu'ils ne les insultaient. Je précise tout de même parce que il faut donner la parole à tout le monde. Oui, la différence c'est que moi, quand je fais une bêtise, j'essaie de m'excuser sans trouver d'excuses vaseuses. L'explication que vous venez de me donner, il a fait un bras d'honneur au Parlement, c'était inacceptable, et toute explication est vaine. Est-ce que le RN acceptera que Xavier Bertrand rejoignent le gouvernement Barnier? Écoutez, ça me paraît compliqué par rapport aux critères que j'ai donnés, mais ce n'est pas à moi de le décider. Moi, je fais partie d'un collectif. C'est peut-être aussi la différence avec que le Rassemblement national est différent des autres partis politiques, c'est qu'on est un groupe uni, cohérent, qui se concerte, et une fois qu'une décision a été prise, on l'applique collectivement. Mais les critères qui ont été donnés me semblent très compliqués pour M. Bertrand. Mais voyez, M. Bertrand, donnez un exemple. Quand il a gagné les élections, il a dit « j'ai brisé la mâchoire du Rassemblement national » dans une région où le Rassemblement national est souvent très en tête et qui a élu Marine Le Pen 2 fois, aussi bien en 2017 qu'en 2022, avec une large majorité, si elle avait été les seules à voter. On ne parle pas comme ça des gens quand on a une victoire électorale. Moi, quand j'ai gagné dans ma circonscription, à ma petite échelle, j'ai adressé un courrier
comment dire, à celui que j'ai pas tué, un courrier républicain, pour saluer le travail qu'il avait fait, même si j'étais pas d'accord avec lui. Je n'ai pas dit que je lui avais brisé la mâchoire. Ces propos venant de vous, même si vous venez de vous excuser, peuvent être perçus avec un certain sourire, dans la mesure où vous avez tenu des propos parfaitement irrespectueux à l'encontre de Michel Barnier. Mais donc vrai, juger les gens sur leurs propos passés peut paraître étonnant. Mais moi, je me suis excusé, pas 6 ans après, mais 6 heures après. Bon, donc moi, je veux bien encore m'excuser. Je m'excuse. J'ai aucune difficulté. Vous savez, moi, je ne suis pas étouffé comme M. Bertrand par un goitre d'orgueil qui m'empêche de reconnaître quand je me suis trompé. Je me suis trompé. Je ne me suis pas défaussé. Je n'ai pas cherché à fuir cette erreur. Après, il n'y a pas non plus de quoi se rouler par terre. Pour avancer, Amandine. Pour parler du fond, sur ce que vous avez entendu pour l'instant de la part de Michel Barnier, est-ce que vous êtes plutôt confiant sur le fait qu'il soit un Premier ministre autonome? On sait que l'Élysée, par exemple, a décidé qu'il n'y aurait plus de conseiller commun entre l'Élysée et Matignon. Michel Barnier n'a pas remercié, par exemple, Emmanuel Macron lors de la passation de pouvoir pour l'avoir nommé. Et il compose seul son gouvernement. Est-ce que, dont acte, ça vous rassure sur la façon dont Emmanuel Macron se met en retrait aujourd'hui? Mais si c'est vrai, tant mieux. On jugera sur pièce. Par exemple, le fait, si j'ai bien lu les informations de BFM TV, que M. Barnier ait choisi le directeur de cabinet sortant de Bruno Le Maire, qui a mis notre pays dans une situation de quasi-faillite budgétaire, n'est pas très rassurant. Là, je pense qu'il y a dans la haute fonction publique, aussi bien d'actives que de non-actives, des personnalités très qualifiées qui auraient pu mieux faire que le cabinet sortant un mauvais signal pour de vous. M. Le Maire. Oui, c'est un mauvais signal. Alors, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais on va voir ce qu'il en est. Moi, j'avoue que j'ai été très surpris par ce choix, puisque ce sont des sujets qui m'intéressent, et j'ai du mal à comprendre comment on peut choisir une personnalité qui, de toute évidence, a endossé la très mauvaise gestion des fonds publics de M. Le Maire. D'ailleurs, pour vous, la leçon des élections, c'est qu'Emmanuel Macron doit se tenir à distance. Vous lui demandez désormais de renoncer à l'hyperprésidence, Jupiter, tous les termes que l'on a vu fleurir au cours des dernières années. Mais bon, pour le coup, M. Barnier l'a dit. Il a dit le président doit présider. Donc ça impose une certaine prise de hauteur. Est-ce que vous faites la même lecture que lui? Est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron désormais de laisser faire le Parlement? Mais il faut que M. Macron remplisse son rôle constitutionnel, donc veiller au bonheur des institutions, présider, être garant de la cohésion nationale. Être moins interventionniste. Ce serait déjà pas mal. Non, mais c'est pas être moins interventionniste, c'est faire le contraire de ce qu'il a fait depuis 7 ans, une fois de plus sur la cohésion nationale. M. Macron, quand il prend la parole, au-delà d'ailleurs des électeurs du Rassemblement national, c'est valable. Bon, c'est au-delà des partis politiques, met de l'huile sur le feu en permanence, oppose les gens à une espèce de plaisir sadique à agresser les plus fragiles des Françaises et des Français. Tout ça, c'est fini. J'espère que tout cela est derrière nous. Bon, je suis assez sceptique compte tenu de la personnalité de M. Macron. Ouais. J'ai du mal à croire qu'il va vraiment se mettre en retrait. Il l'a promis à de maintes fois. Je me souviens de l'élection présidentielle de 2022. Il avait entendu les Français, il avait écouté tout le monde, il avait compris. Il serait différent. Mais je crois que M. Macron, plus il consulte les gens, plus il est en fait d'accord avec lui-même. L'avenir nous le dira. Lucie. Le Rassemblement national défendait une opposition constructive avec les gouvernements précédents. Est-ce que votre positionnement sera totalement identique avec le gouvernement Barnier? Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, et même avant, mais depuis que nous avons un groupe parlementaire, on fait sans cesse des propositions. Il nous est même arrivé de mettre des textes. Vous savez que chaque année, chaque groupe parlementaire a le droit à une journée où c'est lui qui décide de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. 31 octobre, et on va y revenir, puisque vous proposez d'approcher la réforme des retraites. Je vous propose qu'on en parle dans quelques instants. Comme mais ça, dans le passé, ce que je veux dire, c'est que dans le passé, on avait mis des textes qui avaient été votés par d'autres forces politiques, et les autres ne voulaient pas voter leur propre texte. Donc ils étaient tellement sectaires avec nous que quand on mettait un texte qui venait de la gauche ou un texte qui venait du centre, qu'ils avaient eux-mêmes voté, ils le rejetaient parce que c'était le Rassemblement national qui le proposait cette fois. Je pense que cette attitude énerve vraiment une grande majorité de Français. Nous, on ne l'aura jamais. Sur quel point est-ce que vous comptez être constructif? Est-ce que là, vous lui proposerez, au-delà de la réforme des retraites, un certain nombre de textes à voter? Bien sûr, vous avez déjà des textes sur la table? Mais le texte sur l'immigration, qui reprenait un nombre considérable de mesures de Marine Le Pen et Jordan Bardella, même s'il ne venait pas de nous, on l'avait voté. Et puis, M. Macron s'est organisé. Viendront de vous s'est organisé des propositions sur l'immigration, des propositions de meilleure gestion des finances publiques. Vous l'avez dit sur la niche abrogation de la réforme des retraites, en amendement sans doute des propositions complémentaires. Vous savez, on a été un des groupes les plus actifs au Parlement, et je crois aussi que ce que les Français, quand ils ont voté massivement pour le Rassemblement national en juin, c'est qu'ils étaient d'accord avec la ligne de Marine Le Pen au Parlement, à la fois une opposition
radicales à Emmanuel Macron, mais aussi des propositions constructives et ne jamais faire la politique du pire. Parce que, une fois de plus, nous sommes souvent élus au Rassemblement national de territoires qui ont beaucoup souffert des erreurs politiques des 50 dernières années. Et moi, quand je rentre dans la Somme, je ne suis pas là pour mettre de l'huile sur le feu, je suis là pour essayer de proposer des solutions à celles et ceux qui m'ont élu et qui nous ont fait confiance. Amandine. Sur ce que peut faire Michel Barnier dans l'immédiat pour essayer de comprendre quelles seraient vos urgences ou vos priorités. Si on regarde les textes qui, pour l'instant, sont en suspens, il y a par exemple la loi sur la fin de vie, la loi d'orientation agricole, la création du délit d'homicide routier, la réforme du brevet des collèges, la suppression du droit du sol à Mayotte. Qu'est-ce qui doit être repris, examiné le plus vite selon vous ? Écoutez, l'urgence, par exemple, c'est la situation agricole. Nous avons, dans cette rentrée, de très mauvaises récoltes sur le blé, sur d'autres récoltes. Le colza, parfois ça va pas. Il y a un double problème, c'est la quantité de céréales qui est récoltée par nos agriculteurs, mais c'est aussi leur qualité, ce qui fait qu'une part considérable du blé, par exemple, pourrait ne pas être qualifiée pour l'alimentation humaine, ce qui ferait des baisses de revenus considérables. Or, dans le reste du monde, les récoltes sont plutôt bonnes, ce qui fait que les cours mondiaux des céréales vont rester à un niveau assez bas et que les agriculteurs ne pourront pas récupérer par le prix ce qu'ils ne pourront pas faire par les quantités. Donc là, il y a une urgence à revoir totalement cette loi d'orientation agricole qui était une loi très faible. Ces mesures qu'on n'avait pas concrètes, par exemple, passent avant une mesure plus politique comme la proportionnelle. C'est pas l'urgence, ça, vous le concédez. Il est évident que, par exemple, la situation des agriculteurs, des paysans français, ou d'une manière générale, des salariés français passe avant la proportionnelle, mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous savez, nous avons le temps de voir plusieurs textes. À l'Assemblée nationale, nous avons 8 commissions permanentes qui peuvent travailler parallèlement, puis des commissions extraordinaires. Mais par exemple, si on nous faisait travailler sur une loi sur la fin de vie, que moi je voulais voter, donc c'est pas une opposition personnelle, avant le problème des agriculteurs, avant le pouvoir d'achat des Français, avant des lois sur l'immigration, on serait totalement en décalage. Il faut la faire quand même, la loi priorités. sur la fin de vie. Vous demandez à Michel Barnier de la reprendre ? Mais bon, c'est une volonté des Français de légiférer, donc il n'y a pas de raison de s'opposer à ce que cette loi revienne un jour sur le bureau du Parlement. Mais ce n'est pas la priorité au quotidien des Français. Moi, même si ça touche beaucoup de familles, évidemment, et beaucoup de soignants dans notre pays, par exemple à l'hôpital, on l'a bien vu hier avec la visite de M. Barnier, ce que les soignants ont demandé à M. Barnier, c'est des moyens humains, des moyens matériels, une meilleure organisation avant la loi sur la fin de vie. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'urgences dans notre pays. J'espère qu'il choisira les bonnes. Jean-Philippe Tanguy, on va s'arrêter un instant et vous m'expliquerez juste en retour de pub ce qui vous amènerait à censurer un gouvernement de Michel Barnier, parce que Marine Le Pen vient de le redire à Hénin Beaumont. Elle se l'autorise, la motion de censure, mais on n'a pas très bien compris quand et sur quel motif. Vous restez avec nous. Jean-Philippe Tanguy, le débat se poursuit dans BFM Politique. BFM TV, BFM Politique. Néla Latrousse. Avec Jean-Philippe Tanguy, vice-président du groupe Rassemblement National à l'Assemblée et député de la Somme, membre de la direction du Rassemblement National, invité de BFM Politique, toujours en partenariat avec la Tribune Dimanche. Lucie, vous aviez une question sur la motion de censure. Oui, le Rassemblement National a indiqué que Michel Barnier serait jugé sur son discours de politique générale. Quels sont les éléments de son discours qui feront que vous soutiendrez ou que vous rejetterez la censure ? Mais finalement, c'est assez simple. Est-ce que M. Barnier a compris le vrai sens des élections européennes et législatives, à savoir que les Français veulent un changement total de logiciel, qu'on change totalement de cap, qu'on rompe totalement avec le macronisme finalement. Voilà. Donc est-ce que M. Barnier, sur l'immigration, va vraiment appliquer par exemple les mesures qu'il avait promises lors de la primaire des Républicains il y a Vous seulement 3 ans. Vous préconisez le retour de ce moratoire de 3 ans sur l'immigration, sur la reprise en main de nos aides de protection sociale pour prioriser les Français et les étrangers en situation régulière qui ont travaillé depuis plusieurs années sur notre territoire, aux clandestins et aux personnes qui ne devraient pas être sur notre territoire, sur la valorisation du travail. Il a eu des mots, on va voir si ça se concrétise, sur la justice fiscale. Moi, j'ai été très attentif à cette question. Est-ce qu'effectivement, on va cesser de privilégier une toute petite minorité, même pas 1% des Français, pour faire payer la facture à l'essentiel des classes moyennes et des classes populaires. Je pense par exemple au poids de la TVA et de la fiscalité sur le carburant, sur l'électricité, sur le gaz. Bref, toutes ces dépenses contraintes qui font, j'ai vu une étude de l'IFOP en début de semaine, que vous avez près de la moitié des Français qui, au 10 du mois, ont moins de 50 € et un quart des Français, en particulier ceux qui ont entre 40 et 60 ans, c'est-à-dire ceux qui ont fait leur carrière, qui ont installé leur famille, eh bien vous avez un quart de ces personnes qui sont à découvert le 10 du mois. Le 10 du mois, il n'y a plus 1 € pour pouvoir se payer peut-être un petit restaurant en famille ou juste
avoir un petit plaisir pour ses enfants. Donc, est-ce qu'il va entendre ces difficultés criantes du pays qui se sont exprimées, ou est-ce qu'il va continuer le mauvais chemin qui a été pris par lui et ses prédécesseurs? Mais si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire, vous allez lui laisser quand même un peu de temps. Ce n'est pas dès le discours de politique générale. Vous dites, on attend de voir s'il agit. Pour agir, ça veut dire qu'il faut qu'il s'inscrive dans la durée. Dans un discours de politique générale, on voit déjà ce qui va arriver. Moi, je me souviens, vous m'aviez interviewé à l'époque, juste après le discours de Gabriel Attal. Vous m'aviez trouvé dur quand je vous avais dit qu'il n'avait rien annoncé, à part des détails insignifiants, que ça n'allait rien changer. Bon, ça n'avait rien changé. Mais on peut imaginer pas de censure, par exemple, avant 2027 ? Non, ça dépend des circonstances. Mais de toute façon, il va y avoir un lit de justice qui va arriver très vite. C'est le budget. Bon, il se trouve, quand M. Attal avait été nommé, il restait 9 mois pour le prochain budget, même si on a demandé des comptes en juin dernier, comptes qu'on n'a jamais eu. Mais là, le budget, il commence le 1er octobre. Et donc, le vote de budget aura lieu avant les fêtes, avec, s'il y a un 49.3, ça veut dire que si M. Barnier fait comme Mme Borne avant lui, c'est-à-dire ne pas être capable de faire un budget de consensus, de faire des réformes de redressement des finances publiques, et qu'il doit utiliser le 49.3, je pense qu'il aura de très grandes difficultés avec nous s'ils veulent faire payer une fois plus. Moi, je vois ce qui arrive, parce que je connais ce qu'il y a sur le bureau du ministre de l'économie sortant, M. Le Maire, et du ministre de l'économie qui va arriver. Ce sont toujours les mêmes projets de réforme qui viennent de Bercy, qui consistent à faire payer toujours les mêmes. Par exemple, là j'ai vu, ils veulent augmenter les taxes sur les poids lourds français. Donc est-ce qu'on veut déjà que les poids lourds, le secteur du transport français a déjà été dévasté avec M. Barnier à l'époque, il faut le dire, par la concurrence déloyale des conducteurs polonais, de tous les conducteurs des pays de l'Est qui sont exploités, qui sont traités comme des quasi-esclaves et qui ont miné le transport de marchandises français. Donc est-ce qu'on continue à toujours frapper ceux qui font de la richesse en France, ceux qui travaillent en France, pour privilégier nos concurrents, ou est-ce qu'on change avec ce genre de logique? Un exemple parmi d'autres de ce qu'on attend de M. Barnier. En tout cas, on sera extrêmement exigeant. De toute façon, s'il ne prend pas très rapidement les mesures de redressement nécessaires au pays, dans le détail on va vraiment avoir des situations très difficiles. Du budget, Jean-Philippe. Oui. Mais vous évoquiez juste sur le budget le 49.3. Est-ce que vous demandez à Michel Barnier d'y renoncer? Bien sûr, je ne vois pas comment il peut utiliser dans les circonstances qu'on a le 49.3, qui consiste à dire « je n'écoute pas le Parlement une nouvelle fois ». Or, depuis 2 ans, plus il y a eu des 49.3 sur le budget, moins les comptes sont bien gérés. C'est-à-dire que quand on centralise la gestion du budget à Bercy dans les mains de technocrates, ils font n'importe quoi et le déficit public est totalement dans le décor. Donc on en revient non pas à l'unique surveillance dont vous parlez tout à l'heure, mais au contrôle du budget, au contrôle du gouvernement par le Parlement sur le budget. C'est indispensable. On ne va pas faire un 49.3 pour régler une crise budgétaire. C'est la Cour des comptes qui le dit, qu'on n'a jamais vécu depuis 1945. Tanguy, via le QR code qui s'est affiché il y a quelques instants, on a une question d'Éric, un de nos téléspectateurs, qui vous demande si vous envisagez d'abroger la réforme des retraites. Il me semble que ce sera proposé le 31 octobre, c'est ça? Absolument. Proposer d'abroger, ça veut dire revenir au système d'avant? Absolument. Nous allons proposer de revenir à 42 annuités de cotisation et à 62 ans pour l'âge de départ à la retraite, car aujourd'hui, cette réforme a 2 problèmes très importants. C'est une injustice sociale, c'est une fois plus ceux qui travaillent dur, ceux qui ont des métiers pénibles, qui payent la facture, aussi bien financièrement, avec une baisse des pensions qu'on n'arrive pas à cet âge ou qu'on n'arrive pas à atteindre cette annuité parce que la vie a été trop difficile, mais aussi une réforme qui coûte aujourd'hui de l'argent. On a l'impression que la réforme des retraites rééquilibre le système, elle ne le rééquilibre pas. Donc c'est à la fois, si vous voulez, une réforme qui est injuste socialement et qui est inefficace économiquement. Donc il faut évidemment la remettre totalement à plat. Alors j'ai vu que M. Barnier était prêt à travailler cette réforme, tant mieux, mais il faut qu'il entende qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose d'être aide-soignante entre 19 et 64 ans, d'avoir un travail très difficile, de s'occuper des gens, d'avoir des horaires difficiles et d'être comme moi, privilégié. J'ai eu la chance de faire des études que je voulais, de travailler dans des circonstances faciles. Bah oui, je n'ai pas la même difficulté au quotidien que les personnes qui travaillent dur. Voilà. Et ne pas être capable, parce que M. Barnier a le même parcours que moi, en l'occurrence, de reconnaître qu'on est des privilégiés et que c'est trop facile de taper sur ceux qui ont moins de chance que nous, moi je ne le supporte pas. Parlons un peu finances. La réforme que vous préconisez coûtera 30 milliards d'euros à l'État, au bas mot. Est-ce qu'à force de défendre le système des retraites, vous ne craignez pas de le mettre en faillite? Non, mais pas du tout. Bon, nous, on a un chiffrage, et d'autres instituts comme l'IFRAP le font, de 10 milliards d'euros. Mais imaginons que la réforme puisse coûter un peu plus cher même que ce que nous pensons, nous. Et pour le moment, sur les analyses financières et économiques, je suis désolé, Marine Le Pen, qui a été beaucoup critiquée, les faits lui ont toujours donné raison. Nous, ce qu'on critique au-delà de ça, c'est cette gestion permanente de la pénurie.
c'est-à-dire les femmes et les hommes politiques sortant du système, qui ont échoué sur la politique économique, la politique industrielle, la politique agricole, la politique commerciale, font payer aux travailleurs français et aux entrepreneurs leur échec. Ils n'envisagent jamais de rétablir, par exemple, la productivité du travail et des moyens de production. C'est-à-dire qu'avec les mêmes personnes, vous créez plus de richesses, comme ce qui s'est passé pendant les 30 Glorieuses. Plus longtemps, on le sait. Non, ça, c'est pas la productivité. Ça, c'est la quantité de travail. La productivité, par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, les gains de productivité sont les doubles que les gains de productivité en France et en Europe. Prenez un exemple, la recherche, les budgets de recherche et développement. Ça fait 10 ans qu'au Rassemblement national, on demande qu'il soit porté à 3% du PIB pour qu'on puisse innover, pour qu'on ait les moyens aussi de réindustrialiser avec de l'automatisation, avec des robots qui, contrairement à ce que certains croient, créent des emplois. On le voit bien en Corée, au Japon, en Allemagne. Plus vous avez une automatisation des chaînes de production, plus vous pouvez garder des usines et créer des emplois d'ouvriers parce que vous n'êtes plus en concurrence avec les pays à bas coût comme la Chine ou l'Asie. Nous avons pris beaucoup de retard. De la même façon, dans la réforme de Marine Le Pen et Jordan Bardella, qu'est-ce qu'on propose ? D'encourager les jeunes à travailler plus tôt, puisque s'ils commencent à travailler plus tôt, ils pourront partir plus tôt. Et cela créera beaucoup de richesses et ça résoudra des problèmes. Moi, j'ai souvent le débat avec la gauche sur la transition écologique. La gauche nous dit toute la journée, il faut faire la transition écologique, ils ont raison, notamment rénover les bâtiments. Pour rénover les bâtiments, vous avez besoin d'artisans qualifiés, qui savent bien travailler comme on sait le faire en France. Et donc pour ça, il faut pas faire des études qui font 5 et 5 ans et qui vous apportent pas grand-chose. Il faut refaire l'apprentissage qualifié, mettre des Français des retraites. Vous dites que les Français doivent travailler plus tôt. Travailler dans le bâtiment, faire la transition écologique et énergétique, avoir des emplois bien payés, parce qu'on peut être bien payé dans ces secteurs-là, ce ne sera pas suffisant. Eh bien, ça financera les retraites. Les Français doivent travailler plus tôt, ils doivent aussi travailler plus tard. On sait que la France est l'un des pays qui travaille le moins longtemps dans le monde. En fait, on est en retraite 23 ans après l'âge de départ légal en France. C'est un record mondial. Mais on devrait en être fiers, madame, de pouvoir profiter de la retraite. Mais est-ce que c'est pas mentir aux Français de leur dire si vous voulez, comme le disait Bismarck, le but d'un système des retraites, c'est que les gens soient tellement fatigués qu'ils n'en bénéficient pas. Effectivement, moi, je ne fais pas partie de cette philosophie politique. Mais vous voyez, ce renversement que je trouve tragique qu'on assiste en Europe et en France, et qu'on consiste à dire que, visiblement, pouvoir profiter de la retraite, ce serait un crime. Mais on en profite déjà largement. Non, on n'en profite pas largement. Besoin de revenir sur cette retraite. Vous et moi, on en profitera sans doute largement si on a la chance d'être en bonne santé. Moi, je peux vous présenter beaucoup de gens qui n'en profitent pas beaucoup, non seulement parce qu'ils ont des petites pensions, mais aussi parce qu'ils sont abîmés par la vie. Et quand vous dites, par exemple, que travailler plus longtemps permet de financer notre protection sociale. C'est pas totalement vrai. Parce que quand on voit la réforme Fillon et le bilan de la réforme Fillon, il y a tellement de coûts pour des gens qui sont en invalidité, en situation de handicap, en maladie chronique, parce qu'ils se sont abîmés au travail. Quand vous vous blessez à 62 ans au travail, ça n'a pas les mêmes conséquences que quand vous vous blessez à 21 ans. Il y a des blessures à 62 ans qui sont définitives, alors que vous pouvez vous rétablir quand vous êtes plus jeune. Et donc aujourd'hui, vous avez des gens qui s'abîment très durement au travail, et à 62 ans, quand vous avez le dos cassé, vous ne profitez pas beaucoup de votre retraite. Si cette réforme des retraites revient à l'Assemblée, ce sera la 4e depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas la preuve que la classe politique s'intéresse uniquement aux personnes âgées, qui votent beaucoup, on le sait? On n'entend pas beaucoup parler d'éducation, d'innovation, d'emploi. Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher la cause du faible vote des jeunes? Non, mais nous, vous savez, on fait de scores importants chez les jeunes, parce qu'on parle de ces sujets. Qui, à part Marine Le Pen, depuis le début de son engagement politique, a dénoncé la baisse du niveau à l'éducation nationale, en particulier dans l'école publique? Moi, j'ai fait que ma scolarité dans l'école publique. Je dois tout à l'école publique. Bon, donc je sais ce que je lui dois et je sais ce que j'aurais pu ne pas pouvoir faire, la chance de pouvoir faire dans ma vie si j'avais pas eu une bonne école publique et des très bons enseignants. Aujourd'hui, je pense que je pourrais pas avoir le parcours que j'ai eu d'éducation parce que le système scolaire s'est considérablement affaibli et en demandant toujours moins, notamment aux classes populaires, en fait, on les laisse dans une situation de grande difficulté. Donc une école exigeante qui enseigne des savoirs verticaux où on apprend aux enfants à écrire, à compter, à connaître leur histoire, à apprendre le civisme, ça permet à tout le monde de réussir et ça permet la méritocratie à tous les échelons de la société, alors que le laxisme qu'on voit depuis 20 ans et qu'a M. Macron, ça n'a fait qu'aggraver les problèmes. Vous dites il y a d'une certaine façon un certain nombre de privilégiés qui ont connu des carrières qui, au final, ne les ont pas abîmés. Vous dites il faut favoriser les jeunes. Quand on regarde aujourd'hui les calculs faits par les économistes, le travail est par exemple beaucoup plus taxé que les retraites, que les rentes issues de l'investissement ou de l'héritage. Ce que l'on voit actuellement à l'antenne, ça dit que en fait, quand l'employeur vous donne 100 € et que vous êtes un employé, il vous en reste en réalité 54 en poche.
En revanche, quand vous héritez de 100 €, il vous en reste 94 en poche. Et quand vous êtes à la retraite et que vous avez 100 € de retraite, il vous en reste 86 en poche. Est-ce qu'il faut désindexer les pensions des retraites sur l'inflation? Pas celle de tout le monde, celle des plus aisés. Il y a une proposition en ce sens de dire les 20% qui touchent les plus hautes retraites, on n'est pas obligé de revaloriser leur pension de retraite chaque année. Le problème de ce système, c'est que quand vous commencez à rentrer là-dedans, et je pense que beaucoup de Françaises et Français qui nous regardent le savent, c'est qu'on dit oui, on va désindexer les retraites des plus aisés, et puis en fait, on désindexe les pensions de toutes les classes moyennes. Donc vous êtes contre? Mais je suis contre parce que je n'ai pas confiance dans ce genre de propositions. Je sais d'où elles viennent, je sais les services du ministère de Bercy qui fait ces propositions, et en fait, ce qu'ils disent à l'antenne, ce qu'ils disent dans les médias ne correspond pas à la mesure. Eux, ils disent c'est de l'équité. Souvenez-vous de François Hollande, qui est revenu au Parlement grâce à M. Mélenchon et à M. Wauquiez, qui avait fait la même chose pendant la campagne électorale. C'était mon ennemi, c'est la finance. Il n'y a que les plus riches des riches qui vont payer la facture. Puis au final, ça a été la plus grosse hausse d'impôts sur les classes moyennes françaises. Donc je n'ai pas confiance dans ces gens. Et par ailleurs, mon but dans la vie, si vous voulez, c'est pas de taxer autant les retraités. C'est pas parce qu'on taxe trop le travail qu'il faut taxer tout le monde. C'est pas une philosophie. On en revient à l'idéologie de la pénurie qui m'inspire. Le vrai problème, et c'est une fois de plus, désolé, on le dit avec Marine Le Pen depuis des années, c'est la trappe à bas salaire. Monsieur Barnier va-t-il rompre avec 40 ans de politique qui ont fait qu'aujourd'hui, vous êtes coincé au SMIC parce que l'organisation des cotisations, des exemptions de cotisations est tellement mal faite que, effectivement, augmenter un salarié au SMIC qui travaille bien et à qui vous voulez reconnaître ses mérites, et ben pour l'augmenter de 500 € de pouvoir d'achat, de 100 € de pouvoir d'achat, pardon, ça vous coûte 500 € entre les taxes sur les retraites et la prime pour sur les retraites. Vous savez que Michel Barnier ne veut pas l'abrogation de la réforme des retraites, mais qu'il a suggéré des améliorations possibles. Est-ce que si, par exemple, il fait des gestes sur les carrières longues, sur la pénibilité, ça vous satisfera? C'est un premier pas, dont acte, et vous avancerez avec lui. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus simple d'abroger cette réforme et de refaire une autre réforme. Pas, donc on verra. Non, mais écoutez, on verra. Il y a quand même, pour le coup, en tant que représentant entre les députés du NFP et les députés du Rassemblement national, une très forte part des Français qui ont élu des députés pour revoir totalement cette réforme des retraites. Le problème aussi de la bureaucratie française, Mme Taïa, c'est quoi? C'est qu'on fait un système qui ne fonctionne pas, et au lieu d'avoir le courage de le remettre à plat et de repartir à zéro, on fait des exceptions, des trous dans le système, le trou dans la raquette, et plus personne ne comprend rien. Vous savez, moi, dans mes permanences à Corbie, dans ma circonscription, j'ai un rendez-vous sur 10. C'est une personne qui vient me voir avec son parcours professionnel pour avoir sa retraite et qui comprend rien, et moi non plus d'ailleurs au passage, à quelle pension elle va toucher, tellement le système est compliqué. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'on refasse encore un système où on fait des trous, des exceptions, des modifications. Tout ça coûte de l'argent, parce que plus vous faites de modifications, plus vous font des fonctionnaires, les pauvres, pour vérifier que tout ça fonctionne ou ne fonctionne pas d'ailleurs. Donc ce système illisible, qui fait d'ailleurs que quand vous travaillez, vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas quelle retraite vous allez toucher à la fin de votre vie, surtout si vous êtes dans des zones un peu d'ombre, par exemple compagne d'artisans, femme d'agriculteurs, j'en ai beaucoup évidemment dans ma circonscription. Vous avez des personnes qui ne savent même pas, et l'administration n'est pas capable de leur dire où ils en sont. Donc faisons aussi des choses simples, et ce genre de promesse qui consiste à garder ce qui ne marche pas et essayer d'améliorer un peu par des exceptions, moi j'ai une logique totalement inverse. Repartons à zéro. Oui, ce qui est assez étonnant, c'est que pendant la campagne des législatives, Jordan Bardella avait dit qu'il reportait la réforme des retraites dans un second temps, le temps de mener un audit des finances publiques. Aujourd'hui, vous en faites un texte prioritaire. Oui. Donc finalement, le sérieux budgétaire, c'est juste pendant les campagnes électorales. Pas du tout, c'est la même date. On avait dit qu'on reverrait la réforme des retraites à l'automne 2024. Il n'y a pas eu d'audit, elle a raison, Lucien Robquin. Ça, malheureusement, l'audit il est en cours. Vous allez et néanmoins, vous mettez les retraites en haut de la pile. Non, mais on avait dit que la réforme des retraites serait à l'automne 2024, dans le programme présenté par Jordan Bardella. Notre niche, vous l'avez dit, Mme Latrousse, c'est le 31 octobre 2024. Donc je crois que le 31 octobre, on est en plein dans l'automne. Donc on fait exactement ce qu'on avait annoncé en l'occurrence. Il n'y a pas eu l'audit, mais je le regrette. Mais excusez-moi, on nous a dit le Rassemblement national ment, en l'occurrence, soi-disant, je mentais sur vos plateaux, ça m'a été reproché à plusieurs reprises. On sait très bien ce qui se passe dans les finances publiques. Je vous ai dit, c'est pas vrai. La Cour des comptes et Bercy nous disent qu'il faut ouvrir le capot. On ne comprend pas la dérive des dépenses. 2 mois plus tard, on apprend que le déficit public sera 50% supérieur à ce qui a été promis. Donc moi, j'appelle ça une dérive des dépenses. Et aujourd'hui encore, quand vous lisez la presse économique, et je sais, madame, que vous y êtes très attentive, il y a très peu de gens qui sont capables de nous expliquer comment on se retrouve dans cette situation ubuesque où Bercy n'arrive plus à savoir où va l'argent. Jean-Philippe Tanguy, est-ce qu'il y a une possibilité que le budget 2025 ne soit pas un budget de l'armée de 100 ? 20 milliards d'économies à faire pour l'année prochaine. Il faudra en faire 100 d'ici 2027, mais on garde le premier président de la Cour des comptes. Non mais
Les larmes et des sangs, c'est churchillien, ça renvoie à une période de guerre. Alors, je dis à M. Barnier, la France n'est pas en guerre. Nous avons la chance d'être en paix et nous pouvons faire des réformes qui ne demandent ni larmes, ni sang. Ce sera un budget difficile, quoi qu'il en soit. Non, mais ce qui est difficile, c'est d'affronter aujourd'hui l'État mammouth, l'État obèse, cette bureaucratie que les gouvernements français ont créée d'année en année entre la France et l'Union européenne, très concrets, avec par exemple un millefeuille administratif. Aujourd'hui, pareil, quand vous habitez dans la Somme, vous ne savez même pas de quelle intercommunalité vous relevez. Vous avez les cantons qui sont différents de la circonscription, vous avez un syndicat des eaux, vous avez un syndicat des ordures. Bref, plus personne ne comprend rien à ce millefeuille territorial. Cela coûte des milliards d'euros. Il faut avoir le courage de supprimer des échelons administratifs, de remettre de la rationalité, que aujourd'hui, moi je vois une fois plus en Picardie des fonctionnaires méritants qui sont coincés dans des bureaux, préféraient être sur le terrain au service des gens. Moi je vois dans le monde rural, on a supprimé par exemple tous les gardes champêtres pour créer des services de communication dans les intercommunalités. Écoutez, les gens, je crois, majoritairement, préféraient avoir des gardes champêtres ou des gens qui sont capables de venir vérifier leur consommation d'eau quand ça déraille. Soyons très concrets, Jean-Philippe Tanguy. Sur le terrain. À quel ministère on réduit les crédits et pour lesquels augmente-t-on les crédits? Par exemple, la transition écologique doit perdre 3 milliards l'an prochain. Est-ce que c'est légitime compte tenu du réchauffement climatique? Mais l'argent ne va pas là où il faut. Prenons l'exemple de la transition. Nous subventionnons depuis plusieurs années des voitures électriques. Et quelques années plus tard, on se rend compte que les planifications industrielles de ces voitures ne fonctionnent pas, que tous les industriels nous disent que ça a été fait en dépit du bon sens. Les consommateurs ont de très mauvais retours d'utilisation parce qu'on a subventionné massivement, avec l'argent des Français, des modèles qui ne fonctionnaient pas. Et donc on a fait ça n'importe comment. Donc vous voyez, on aurait investi, ce que je vous disais tout à l'heure, davantage dans la recherche et développement plutôt que de faire des chèques aux constructeurs qui ne servaient à rien. On n'aurait pas dépensé de l'argent n'importe comment. Dans la rénovation thermique, on se rend compte qu'on a mis beaucoup d'argent. Mais comme on n'a pas forcément les artisans et les compétences, qu'il y a beaucoup de travail détaché des pays de l'Est au lieu d'engager ou de former des personnes en France, cet argent a été mal utilisé. Aujourd'hui, cet argent est mal utilisé. Donc oui, on peut voir des coupes. En même temps, vous préconisez de baisser la TVA sur les énergies. Le prix de l'essence n'a jamais été aussi bas, l'inflation est enfin passée sous les 2%. Est-ce que c'est vraiment la priorité? Ça coûte des fortunes. Est-ce que c'est la priorité? Est-ce que c'est comme ça qu'on va redresser les comptes publics? Non, mais vous voyez dire que le carburant n'a jamais été aussi bas. Depuis 2 ans. Non, mais d'accord, il est très haut et on veut habituer, M. Macron et ses amis ont voulu habituer les Françaises et les Français à avoir un carburant très élevé, au-dessus d'1,50 € de manière structurelle et que bientôt au-dessus de 2 €. Nous, on ne considère pas que ce soit normal parce que l'énergie, c'est pas un bien comme un autre, c'est un bien de première nécessité. On ne peut pas vivre dans beaucoup de territoires en France si on ne peut pas faire le plein de sa voiture. Donc vous le reproposerez pendant le budget. On ne peut pas vivre si on n'a pas l'électricité pour se chauffer. Donc la baisse de la TVA, vous allez à manger. proposer dans le prochain budget? Oui, on continuera à proposer ce genre d'économie très importante pour les Français, ce retour de pouvoir d'achat. Et nous, on proposera des réformes structurelles de l'État. Voilà. Si on compare la France à nos voisins européens, nous avons plus de 55% de PIB en dépenses publiques, pour un service public qui ne satisfait aujourd'hui personne. J'écoutais encore les dirigeants de la Macronie qui eux-mêmes disaient même nos électeurs disent qu'ils n'en ont pas pour leur argent. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a de toute évidence, et d'ailleurs c'était le cri du cœur des Gilets jaunes à l'époque, où va l'argent? Et on doit comprendre où va l'argent des Français. De toute évidence, il n'est pas bien utilisé dans les services publics. Sur la situation politique aujourd'hui, Jean-Philippe Tanguy, Marine Le Pen dit qu'elle pense qu'il peut y avoir une élection présidentielle anticipée. Qu'est-ce qui vous fait penser cela et à quelle échéance? L'échéance, nous, on ne lit pas dans le mar de café ou ailleurs. Ce que dit Marine Le Pen, qu'elle avait dit avant les élections législatives. Le président de la République a 3 instruments pour régler des crises politiques. Il a le référendum, il a toujours refusé de l'utiliser. Il a la dissolution, il vient de l'utiliser en créant, avec des alliances contre nature, avec la gauche, une situation très difficilement gouvernable, on verra. Et il lui reste quoi aujourd'hui, qu'avait utilisé le général de Gaulle? La démission. Donc, c'est pas qu'on souhaite sa démission. À plusieurs reprises, on se fait interpeller, vous demandez la démission. On ne demande pas la démission du président de la République, mais il peut apparaître une situation politique où l'évidence, c'est que M. Macron que c'est par exemple la prochaine étape, si Michel Barnier chute à cause d'une motion de censure, quelle issue vous voyez derrière? Pour vous, il n'y a plus que la possibilité de la démission d'Emmanuel Macron? C'est pas tant la chute du gouvernement Barnier que, par exemple, l'incapacité de réussir un budget, de faire voter ou d'adopter un budget de redressement national. Ça pourrait être une cause, effectivement, de crise
très importante pour le pays. Alors, c'est pas les États-Unis, ce qu'on appelle le shutdown, où il n'y a plus d'argent pour payer les fonctionnaires. Rassurons les Françaises et les Français, ça n'existe pas en France, contrairement à ce qu'est de faire croire la Macronie pour faire peur aux gens. Mais s'il n'y avait pas de budget de redressement des finances publiques, c'est pas les fonctionnaires français qui seraient pas payés, c'est les marchés financiers qui attaqueraient la France, et ce serait Avec encore... la responsabilité du vote repose sur vos épaules Non mais aussi. on va pas faire du chantage. Vous reviendrez Il y a sur le 50 ans budget. non mais attendez, il y a 50 ans de déficit, ça fait 50 ans que nos opposants mettent la France en déficit public, c'est quand même pas eux qui vont nous donner des gestions de bonne gestion, des leçons de bonne gestion. Et vous reviendrez nous parler du budget. Merci. Évidemment, Jean-Philippe Tanguy, merci d'avoir Merci à accepté vous. l'invitation de BFM Politique. Merci Amandine, merci Lucie.